C'est un Russe qui le premier réalisa une sortie dans l'espace. Mais voici le premier Américain. Nous sommes en 1965 et un rêve devient réalité. Tout commence il y a longtemps en Chine avec l'invention des premières fusées. Après plusieurs échecs, le physicien Robert Goddard fait un énorme pas en avant. En 1926, il lance une fusée à carburant liquide, un prototype pour l'espace. Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands fabriquent de puissantes fusées militaires. L'inventeur de ces fusées, Werner von Braun, rejoint l'Amérique. Mais les Soviétiques sont les premiers à être présents dans l'espace. Spoutnik, un satellite artificiel placé sur orbite. Nous sommes en octobre 1957. Un mois plus tard, un chien soviétique est envoyé dans l'espace. L'Amérique répond et c'est le fiasco. Cependant, en 1961, premier succès avec le chimpanzé Ham. Il fait un aller-retour dans l'espace. Son rythme cardiaque monte en flèche mais finit par se stabiliser. Ham revient sain et sauf, contrairement aux chiens soviétiques. Pendant ce temps, les Russes se préparent secrètement au grand saut. L'ex-pilote d'essai, Youri Gagarin, semble très détendu. Le 12 avril 1961, Gagarin entre dans l'histoire. Sa fusée, un missile balistique modifié. Le premier cosmonaute russe est sur orbite. Et c'est un héros qui revient. Rien ne peut les arrêter. L'ouvrière Valentina Tereshkova devient la première femme cosmonaute. Alexei Leonov est le premier à sortir à l'extérieur de la navette et à marcher dans l'espace. Le président américain Kennedy relève le défi. Nous atteindrons notre but avant la fin de cette décennie. Poser un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur Terre. Phase 1, le projet Mercury. 7 astronautes, dont John Glenn. Al Shepard est le premier à prendre le départ dans une capsule Mercury pour un saut suborbital. Mais c'est John Glenn qui est le premier à sortir dans l'espace à bord de Friendship 7. Roger, 0J, and I feel fine. 10 mois seulement après Gagarin, Glenn est en orbite autour de la Terre. La mission se passe bien, Glenn se détend. Il s'offre même une petite pause déjeuner. Il fait 3 fois le tour de la Terre. Soudain, une alerte. Le bouclier thermique est perdu. L'appareil pourrait prendre feu en rentrant dans l'atmosphère. Le voyage devient périlleux. Mais Glenn s'en sort. Phase 2, programme Lune. Le projet Gemini. 1965. Ed White est le premier Américain à faire un tour dans l'espace. En orbite autour de la Terre, les astronautes s'entraînent à atteindre l'orbite lunaire. Ils regardent la Lune. Le rêve prend vie. Le vaisseau Gemini 2, premier rendez-vous dans l'espace. Premier arrimage entre Gemini et une fusée. Puis Gemini commence à tomber en vrille. Mais les astronautes reprennent le contrôle. Ils reviennent sur Terre sains et saufs. Phase 3, Apollo. C'est un désastre. Sur la rampe de lancement,
3 astronautes périssent brûlés dans leur capsule. Saturne, la grande fusée construite par von Braun, sert de propulseur à Apollo. 1968, Apollo 8 fait une boucle tout autour de la Lune. La joie succède enfin aux larmes. Début 1969, une combinaison spatiale est testée, ainsi que le module d'alunissage et le véhicule télécommandé d'Apollo 9. Apollo 11. Neil Armstrong et Buzz Aldrin seront les élus. Ils sont sur le point de se poser sur la Lune. Michael Collins, lui, reste dans le module de commande alors que l'atterrisseur Eagle commence sa descente. Armstrong a étudié les cartes. Il connaît chaque cratère, chaque rocher. C'est vital, car il n'a que quelques secondes d'autonomie de carburant pour repérer un site d'atterrissage. Eagle fait un alunissage parfait. Le rêve se réalise enfin. 20 juillet 1969, 5 mois avant la fin de la décennie, l'Amérique est sur la Lune. Eagle repart après y avoir passé 21 heures et 36 minutes. Chargé d'échantillons, il se rapproche du véhicule de commande qui l'attend. Les 2 vaisseaux réussissent leur arrimage. Le retour vers la Terre dure 3 jours. « 1970, contrôle au sol. Une explosion sur Apollo 13. Le monde entier retient son souffle, car le vaisseau est déjà en route vers la Lune, avec à son bord les astronautes Lovell, Swigert et Hayes. Chacun cherche des solutions, le module de service ne fonctionne plus. À bord d'Apollo, c'est la mise en place du plan de survie. L'équipage abandonne le module de commande qui est à court d'oxygène. Ils se réfugient dans le minuscule module d'alunissage, un radeau de fortune qui les emmène autour de la Lune et tente de leur faire regagner la Terre tant bien que mal. Le module de service est largué. Un de ses panneaux avait explosé. L'équipage revient à bord du module de commande, mais au moment où il rentre dans l'atmosphère terrestre, Apollo 13 retombe dans le silence. Les naufragés de l'espace sont de retour sur Terre. Au total, 6 atterrissages sur la Lune ont eu lieu. La dernière mission, Apollo 17, est la première à emmener un scientifique à bord, Jack Schmitt, et se déplace dans une Jeep lunaire. Mais après avoir battu les Soviétiques sur le terrain de la conquête de la Lune, les Américains s'en désintéressent. Les vols pour la Lune sont annulés. En 1975, la fusée Saturne lance la dernière mission Apollo. Au même moment, une fusée soviétique est mise à feu. Les 2 vaisseaux opèrent un arrimage en orbite autour de la Terre. Les astronautes rencontrent les cosmonautes, et c'est un nouveau rêve qui s'annonce. Mais cette fois-ci, la conquête spatiale devient une affaire internationale. Les robots explorateurs du ciel, nos envoyés spéciaux du système solaire.
Ils partent en reconnaissance là où nous aimerions aller et là où nous n'irons jamais. En route vers Mars, la première destination sur la liste. Envoyée au-delà de l'atmosphère terrestre par une fusée Delta, cette mission américaine en marche vers la planète rouge est une première. Elle transporte un robot. Étape par étape, comme un insecte émergeant de sa chrysalide, cet explorateur planétaire se dépouille de son ogive et de ses propulseurs. Rapidement, il s'envole librement. Au fur et à mesure que la Terre s'éloigne, une aile se déploie. C'est le panneau solaire, la source d'énergie du vaisseau qui permet de transmettre ses signaux à la tour de contrôle. Cette mission s'appelle Mars Surveyor Orbiter. Comme son nom l'indique, elle consiste à se placer sur une orbite martienne et surveiller la planète, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Sur la face cachée de Mars, une rétrofusée vient freiner la vitesse de la sonde Surveyor. Sa mise en orbite est un succès. Mais cette orbite est très allongée, balayant ainsi une grande partie de l'espace. Or, Surveyor a besoin de se placer sur une orbite circulaire. Une solution à ce problème, le panneau solaire. Au point de son orbite le plus proche de Mars, le panneau se transforme en aérofrein dans l'atmosphère supérieure. Car ce n'est qu'avec une orbite circulaire que Surveyor peut effectuer au mieux sa mission de surveillance. Petit à petit, l'aérofrein réussit ce tour de force. L'orbiteur Surveyor a été chargé d'étudier le climat et le relief martien. Un vaisseau frère s'occupera, lui, d'opérer à la surface. Ce programme s'étendra sur 10 ans. Les lancements sont planifiés tous les 26 mois, ce qui veut dire que lorsque nous arriverons sur Mars, il existera déjà un guide de Mars d'après Surveyor. Voyager, les plus célèbres sondes automatiques, les premières missions à nous avoir dévoilé Jupiter. Ces vaisseaux jumeaux, Voyager 1 et Voyager 2, nous ont envoyé des images très alléchantes. Lancées en 1977, les sondes ont vogué vers les planètes géantes gazeuses. Saturne et ses fameux anneaux. Gros plan sur les annelets. Et cette étonnante approche réalisée par Voyager 1. Saturne a été l'apogée de Voyager 1. Une fois sa mission accomplie, il est sorti du système solaire. Voyager 2 se dirige vers les planètes géantes les plus lointaines. Après un voyage de 5 ans, voici Uranus. Et son petit satellite cabossé, Miranda. Cette animation de Miranda provient des données fournies par Voyager. À une telle distance du Soleil, Voyager compte plus sur l'énergie nucléaire que sur l'énergie solaire. 1989, Neptune, la dernière des géantes. Voyager aura passé plus de 12 ans dans l'espace. Voici une image accélérée du pôle sud de Neptune. Voyager décrit un dernier arc de cercle au-dessus du pôle nord et c'est la fin de sa mission. Un triomphe pour les États-Unis. Voyager 2 se dirige vers l'espace interstellaire. Tout comme son double, Voyager 1, il disparaît à jamais dans le cosmos. Lancée par la navette américaine en 1990, cette sonde automatique a pour objectif le Soleil. Mais sa route passe par Jupiter. Là, grâce à l'assistance gravitationnelle, le vaisseau est catapulté vers le Soleil. Cette mission s'appelle Ulysse. Son but est de survoler directement les pôles solaires.
Ulysse y parvient et la recherche avance. « 1989, une autre sonde automatique est lancée depuis la navette américaine Galileo. Destination Jupiter. Mais Galileo n'a pas assez de puissance de propulsion. La solution, c'est l'assistance gravitationnelle des planètes, une fois autour de Vénus et 2 fois autour de la Terre. Le tout prend 6 longues années, mais le résultat en vaut la peine. Cette mission, larguer une sonde dans l'atmosphère impitoyable de Jupiter, ne peut être faite que par un robot. Télécommandée depuis la Terre, la sonde se déploie. C'est une véritable descente aux enfers. Plus la sonde s'enfonce, plus l'atmosphère est dense. Et plus l'atmosphère est dense, plus elle est chaude. Et les vents sont terribles. Mais la sonde poursuit ses transmissions. Chaque donnée est envoyée au vaisseau mère qui fait le relais avec la Terre. L'atmosphère de Jupiter est une soupe empoisonnée, si dense qu'au bout d'1 heure, la sonde est désintégrée. Tout en haut, la sonde Galileo se place en orbite. Une ellipse gigantesque, mais calculée avec soin, afin de pouvoir photographier à chaque tour les 4 plus gros satellites de Jupiter. Les passages de Galileo ont rapporté des images spectaculaires. « 4 juillet 1997, l'Amérique célèbre le jour de l'indépendance avec un atterrissage de nuit sur Mars. C'est un robot plein de vie. Le plus courageux des engins va fouler le sol de la planète rouge, Mars Pathfinder. Il se pose sur une ancienne plaine alluviale. La technologie embarquée à son bord nous transmet 16 500 images et plus de 2,5 milliards d'informations. Mais tout d'abord, il y a le dégonflage des coussins protecteurs. Puis, comme une fleur, Pathfinder déploie ses pétales. À l'aube, il utilise l'énergie solaire et reprend contact avec la Terre. Il en a aussi besoin pour travailler. Pathfinder a des caméras stéréo. Une image couleur est produite en passant la lumière d'un objectif à travers 3 filtres. Le processus est répété avec la lumière venant d'un deuxième objectif. Là, il y a 2 images de la même scène. Une fois les 2 images mélangées, on voit une image en 3 dimensions du site d'atterrissage de Pathfinder. Un site qui méritait d'être étudié. Suivons la Jeep de l'espace. Bien que contrôlée depuis la Terre, la Jeep peut se diriger toute seule. La durée des batteries est telle que la mission dure 4 fois plus longtemps que prévu. Le seul problème qu'elle rencontre vient d'une erreur de conduite, le premier accident de la route martien. Mais parfois, les problèmes sont plus sérieux. La fusée Ariane, avec à son bord 4 robots sondes, n'atteindra jamais son orbite. Pas plus que ces engins russes. L'échec de cette fusée implique que les sondes ne quitteront jamais l'orbite de la Terre. Elles étaient censées analyser le sol martien et transmettre les résultats à un orbiteur. Les antennes radar qui communiquent avec nos sondes sont une aubaine pour l'exploration de l'espace. Grâce à elles, sans quitter le sol de notre planète, nous cartographions et cataloguons les nouveaux mondes. Les Christophe Colomb des temps modernes ont de la chance.